Le génie, c'est 18 heures de travail par jour. Le mois dernier, j'ai sorti une vidéo traitant du maître que représente Tsukasa Hojo. En conclusion, je m'amusais un petit peu du fait que personne n'invente jamais rien. On s'oppose tous sur l'expérience commune de l'humanité pour avancer. On se fie à nos livres d'histoire, à nos manuels scolaires, aux paroles de notre famille ou de nos professeurs. Professeur, Hojo, il l'était. Comme tout mangaka, il avait une équipe d'assistants pour l'épauler dans ses tâches quotidiennes. Loin d'être de simples stagiaires, ses assistants étaient de véritables élèves auxquels enseignait Hojo. Sa plus grande leçon, c'était de ne jamais se limiter au manga. Car si une telle chose arrivait, ce serait littéralement la mort de la créativité. Il faut absolument nourrir son manga de sa propre histoire, de ses goûts littéraires, de ses goûts cinématographiques, de ses goûts culturels, de mettre du soi dans son histoire. Et s'il y en a un qui a bien retenu la leçon, c'est bien son assistant de la saison 88, Takehiko Inoue, futur auteur de ce qui deviendra pendant un moment le manga le plus rentable de tous les temps, Slam Dunk. Takehiko Inoue, de son vrai nom Takehiko Narie, né le 12 janvier 1967 dans le sud du Japon. Deuxième auteur de ce format et deuxième auteur ne naissant pas à Tokyo. Le talent n'est donc pas exclusif à la capitale. Depuis petit, Takehiko, il kiffe dessiner et surtout, il kiffe les mangas. Il passe son enfance de façon plus ou moins classique jusqu'au collège. Et le petit Takehiko, en plus de s'intéresser aux mangas, il commence à s'intéresser aux filles. Et jamais sans grand succès. Vient alors le moment de rentrer dans un club périscolaire. Vous savez, c'est le genre de club qu'on voit parfois dans les mangas, le club de football américain dans High Shield, le club de foot dans Captain Tsubasa, et même le club d'occulte qu'il y a dans Jujutsu Kaisen. Au début, Takehiko, il voulait faire du kendo. C'est un genre de sport qui ressemble un petit peu à l'escrime. Sauf que la tenue de kendo, en plus de ne pas laisser apparaître le physique de l'athlète, elle pue. En fait, vu qu'on la lave jamais, ça sent toujours la transpiration. Un peu comme les chasubles au collège. Vous voyez ce que je veux dire? Du coup, pour draguer, c'était pas fou. Alors, Takehiko, il décide de choisir un sport dans lequel on peut voir l'athlète qui met en avant sa musculature, sa vitesse et sa technique. Le basket. Ouais, sa vie entière s'est décidée parce que le poteau, c'est un gros charreau. Il rentre donc dans le club de basket de son collège et il kiffe sa race. Genre vraiment, ça devient une passion instantanément. Il continue au lycée et finit même par devenir capitaine de l'équipe. Du coup, sa jeunesse passe entre son amour pour le manga et son amour pour le basket. Pour ce qui est du manga, il commence même à prendre des cours d'art plastique pour parfaire son style. Mais il abandonne presque directement quand il comprend qu'au lieu d'avoir un vrai style, il va juste se noyer dans ce qu'attendent les profs. Et en gros, être comme tout le monde. Alors après le lycée, il rentre dans une fac de littérature en se disant qu'au moins il aura le temps de faire du basket et du manga. Et au pire, je deviendrai prof, se dit-il. Pas du tout. Il lâche l'université presque aussi vite qu'il l'a commencé. Parce qu'après mûre réflexion, il veut pas passer sa vie à faire quelque chose qu'il aime pas. Lui, ce qu'il aime, c'est le manga et le basket. Alors que c'est décidé, il va devenir auteur de manga, mais pas de n'importe quel manga, un manga de basket, sinon rien. Baby, you give me ice and fire. Contrairement à son futur maître Tsukasa Hojo, qui n'en avait rien à foutre du manga, Takehiko, lui, il veut devenir absolument mangaka. Et pour cela, il y a deux manières. Soit t'envoies des manuscrits au petit bonheur la chance dans l'espoir d'être publié, soit t'apprends en devenant assistant de mangaka pour prendre en expérience et en renommée. Takehiko, lui, décide d'envoyer des manuscrits. Et il envoie pas à n'importe qui, il envoie à la Shueisha, détentrice du Shonen Jump. Elle-même détentrice de Naruto, One Piece, Dragon Ball, comme on l'a vu dans l'épisode précédent. Et les manuscrits de Takehiko, ils sont éclatés au sol. Nuls. Ils sont tous rejetés. Enfin, presque. Parce que tous les éditeurs pensent que c'est de la merde. Sauf un petit nouveau, dont je n'ai pas retrouvé le nom, qui lui se dit que finalement, c'est peut-être pas si mal. Il y a du potentiel dans ces mangas. Surtout dans le dessin. Alors il envoie un courrier pour contacter Takehiko. Et Takehiko il répond jamais. Mais Balek, l'éditeur il a les dents longues, il a les crocs, il a la grinta. Alors il va pas se laisser avoir par ce vu. Et il va harceler au téléphone Takehiko. Et il va finir par répondre. Ensemble, ils vont discuter, ils vont revoir le manuscrit envoyé par Takehiko. Ils vont l'améliorer et ils vont finalement l'envoyer au Weekly Shonen Jump pour participer au concours Tezuka. Célèbre concours de mangaka amateur qui a vu un certain Tsukasa Hojo finir deuxième il y a presque 10 ans. Takehiko Narie ne finit pas deuxième, il finit premier. Et va remporter le prix Tezuka avec son one-shot Kaede Purple. Akagi est un jeune voyou. Après avoir été rejeté par une fille qui l'appréciait, il défie au basket le héros de l'histoire,
le populaire et beau gosse Kaede Rukawa. Akagi, Rukawa, gardez ses noms et ses designs en tête. Malgré son prix, Takehiko n'est pas considéré comme assez bon pour passer professionnel. On trouve qu'il est littéralement nul pour tout ce qui est histoire. Par contre, il possède une bonne technique pour tout ce qui est mise en scène et rythme de l'action. On décide alors de le faire venir sur Tokyo pour qu'il puisse devenir assistant d'un mangaka déjà bien en place, Tsukasa Ojo. Enfin, déménager, c'est un grand mot. Hein. Takehiko, il a pas assez d'argent pour prendre un appart, alors pendant quelques temps, il squatte le canapé de l'atelier de Hojo. Pour ce qui est de Hojo, à ce moment-là, le gars, c'est le roi de la montagne. Katsai est devenu légendaire et City Hunter squatte chaque semaine les premières places du concours de popularité du Jump. Hojo, quand il voit arriver Narie, il voit un jeune plein d'ambition, mais surtout qui a énormément à apprendre. Alors, il prend sous son aile. Mais genre, littéralement. Il le met là. Non, ce que je veux dire, c'est qu'il lui apprend absolument tout ce qu'il sait. Rythme, technique, humour, physique des personnages, construction d'un récit. Dans une interview, Takehiko finit même par avouer qu'il a pris plus de temps à Hojo qu'il ne lui en fait gagner. Hojo, il est comme ça. Il aime aider. Et il aime aussi transmettre ses compétences. Et ça, il le fait en responsabilisant ses assistants. En fait, normalement, un assistant, il est censé faire des aplats, de l'ancrage ou les décors. Mais Hojo, lui, il donnait à ses assistants des pages entières à réaliser. De A à Z. Forcément, les assistants de Hojo, ils apprenaient assez vite. Takehiko, il passe 10 mois en tant qu'assistant d'Hojo. Alors c'est peu, et à la fois, c'est quand même beaucoup. 10 mois, ça fait presque 40 chapitres quand même. En gros, 2-3 tomes. Et pendant ces 10 mois, Inoue, il a pas chômé, hein. Il a envoyé énormément de one-shot au Jump. Tous refusés. À l'époque, tout ce que veut Takehiko, c'est devenir auteur d'un manga de basket. Mais à l'époque, le basket, c'est pas du tout connu au Japon. Ce serait comme parler de cricket en France. Mais vu que Takehiko, c'est quand même un bon dessinateur, on lui propose un projet. Celui de devenir dessinateur d'un manga écrit par un autre. L'histoire tournerait autour d'un détective, policier, justicier, un peu à l'image de City Hunter. Manga de Tsukasa Ojo, son ancien maître. Les éditeurs pensent faire d'une pierre deux coups. Profiter du succès de City Hunter pour faire un manga qui lui ressemble, dessiné par quelqu'un qui aura déjà travaillé dessus, tout en faisant progresser les skills et les compétences de ce jeune dessinateur qui est Takehiko. Takehiko, il hésite. Lui, ce qu'il veut, c'est dessiner un manga de basket. Ou au moins un manga de sport. À ce moment-là, il a déjà son propre style. Personnage classe et mystérieux qui attire les filles sous couvert de relations amoureuses qui servent soit de gag, soit de leitmotiv au récit. Tout cela avec un rythme assez effréné et de l'action. Ouais, on est clairement sur du City Hunter. Finalement, Takehiko pose une condition, il veut bien faire ce manga, seulement s'il a la liberté totale sur tout ce qui est dessin, graphique et design des personnages. Là, Shueisha accepte, et c'est en 1989, à 22 ans, que Takehiko devient pro sous le nom de Takehiko Narie en publiant son premier manga en tant que dessinateur, Chameleon Jail. Les Risk Hunters sont des professionnels dont le travail est de s'occuper des cas qui sont trop compliqués à gérer pour les autorités, tels que les kidnappings, le terrorisme ou la prévention des assassinats. Chameleon Jail, Risk Hunter légendaire, est un homme capable de changer physiquement d'apparence pour prendre celle d'une autre personne. Ce manga le suit à travers plusieurs de ses missions. Et c'est un bide en 12 chapitres, environ 2 tomes. Critique principale, c'est City Hunter, en moins bien. Ainsi, en s'inspirant uniquement du monde du manga, son œuvre a été un échec. Exactement comme le prédisait Tsukasa Ojo. Takehiko tombe, mais il va se relever. Et de bien belle manière. Hey, give me that crown, get in my way and to be put down. It ain't your place, all this my town. If I want that shit, then I'll get it right now. Déjà, première chose, Takehiko Narie change de nom et se renomme Takehiko Inoue. Ce qui est pour moi à l'enregistrement va être beaucoup plus facile parce que depuis tout à l'heure je fais que me tromper. Il change de nom pour montrer une renaissance dans son art et avec une seule idée en tête, la même
depuis le début, mais cette fois sans concession, écrire une grande aventure de basketball. Alors il bosse, et il tente sa chance avec un one-shot traitant de basket de manière ultra réaliste. Mais changer de nom, ça suffit pas. L'œuvre est refusée parce que, toujours pareil, le basket n'est pas populaire au Japon. Mais malgré ce refus, le Jump sent bien qu'il y a quelque chose qui est bon dans Takehiko. Alors, il décide de lui proposer de faire un petit one-shot pour un épisode spécial. 1990 voit alors la publication de Akagasuki, accent japonais sur voix. C'est l'histoire de Sakuragi, jeune voyou aux cheveux rouges, immensément timide avec les filles. Un jour, il sauve une jeune fille d'un harceleur, mais la jeune fille n'ayant pas ses lunettes ne l'a pas reconnu. Quand elle apprend que c'est lui qui l'a sauvée vers la fin du one-shot, elle est déçue parce qu'elle idéalisait son pro-chevalier. Elle ne lui adresse donc plus la parole jusqu'à la fin du manga où Sakuragi retrouve un poème écrit par la jeune fille où elle déclare son amour à la couleur rouge, sa couleur de cheveux. Pour la traduction, Akagasuki signifie « j'aime le rouge ». Bah le manga, c'est un banger. Ok, c'est classique, mais les éditeurs kiffent la ressemblance avec les Furio. En gros, les mangas sur les voyous qui étaient assez à la mode à l'époque. Et les lecteurs kiffent l'humour et le style de Takehiko Inoue. Et là, vous avez deux réactions possibles. Soit vous avez déjà lu Slam Dunk et vous savez où l'on va. Soit vous n'avez jamais lu Slam Dunk et vous vous dites « Mais putain, il est où le basket ?» Bah en fait, Takehiko, il a fait une masterclass. Il s'est dit que pour faire un manga de basket, fallait ruser. Fallait que les spectateurs, les lecteurs et les éditeurs s'intéressent au basket petit à petit et apprennent les règles et ce monde au fur et à mesure de l'histoire. Comme ça, même les néophytes, bah ils finiront par kiffer. Et c'est comme ça qu'il réfléchit son prochain manga. Les éditeurs lui disent « Ok, Akagasuki, c'est bien, on te lance une série. » Et Takehiko, il se dit « Ok, je vais faire la même chose, sauf que je vais mettre du basket petit à petit. » Et donc, le titre passe de Akagasuki à Slam Dunk. Donc, comme je l'ai dit, pour la publication de Slam Dunk en 90, Inoue il a revu son manga et sa stratégie de A à Z. C'est plus un manga de basket, ni même un manga de sport. C'est une comédie écolière romantique avec un tout petit peu de basket. Je rigole pas, hein, j'ai le tome 1 de Slam Dunk édition Star juste ici. Le premier match, entre guillemets, et encore c'est un match d'entraînement, il arrive là. Vu que c'est une édition x2 ou x1,5, ça veut dire que ça fait presque un tome où il n'y a pas de match de basket. Je vous invite à regarder les autres mangas du sport pour un petit peu comparer. En plus de cela, il revoit un petit peu son style. Exit, le personnage principal beau et parfait. Kaede Lukawa, personnage principal et beau gosse de son premier one-shot. Et Akagi, grosse brute antagoniste, échangent leur rôle. Akagi devient Sakuragi, un héros un peu loser auquel on peut facilement s'identifier. Et Kaede devient le rival trop parfait que l'on aime bien détester. L'histoire est donc simple. Hanamichi Sakuragi, un jeune homme immature et impopulaire, est bien décidé à en finir avec les déceptions amoureuses lors de son entrée au lycée Shohoku. Il y rencontre alors Haruko Akagi, une jeune fille femme de basket dont il tombe amoureux. Lors d'une altercation avec le capitaine, Sakuragi le défie et gagne, étant donné qu'il est si grand et saute si haut qu'il est capable de faire un slam dunk, une action exceptionnelle au basket. Il rejoint ainsi le club. Malheureusement, le garçon dont est amoureuse Haruko, Kaede Lukawa, idole de toutes les filles et joueur de première année le plus talentueux du département, y est aussi. Les deux rivaux vont devoir ainsi jouer dans la même équipe. Alors entre parenthèses, je sais pas si vous vous rendez compte, mais Akagi de base c'est un mec qui fait du basket parce qu'il n'a pas de succès avec les filles, comme Takehiko Inoue quand il était petit. Le manga est un succès absolu. Takehiko a donc réussi son pari et surtout son rêve. Ainsi, au départ, un manga tourné vers de la romance, il y a de plus en plus de place qui est faite au basket au fur et à mesure des chapitres et des pages, pour finalement ne plus être que de cela. Et la postérité a fait de Slam Dunk un manga de sport et de basket. 3 ans après son premier chapitre, le manga est adapté en animé et en film. Il faut se rendre compte, hein, le succès est tel que Inoue et Slam Dunk ont réussi à lancer la mode du basket au Japon. Bon, ils ont un peu été aidés par la période de la Dream Team avec Michael Jordan, etc. Des assos se forment, des matchs commencent à être diffusés, les clubs universitaires, collégiens et lycéens
explose en candidature, tout l'archipel commence à se prendre des mois pour le basket. Et ça, c'est grâce à Slam Dunk. En plus d'avoir lancé le basket au Japon, Slam Dunk peut se targuer de devenir le manga le plus rentable de tous les temps en termes d'exemplaires vendus par tome. Presque 3 millions d'exemplaires par tome. C'est comme si tous les habitants de Paris et tous les habitants de Marseille, sans exception, achetaient un tome. Ça fait beaucoup. Takehiko Inoue finit donc par rejoindre son maître Tsukasa Hojo et même par le dépasser au sein des mangaka les plus célèbres et les plus riches du monde. En 95, Inoue il est sur le toit du monde. Ça fait 5 ans que sa série cartonne. Il a atteint son objectif et son style s'est même encore amélioré. Mais les problèmes finissent par arriver. Comme ce fut le cas avec Tsukasa Hojo, le Shonen Jump n'est pas d'accord avec la direction que veut prendre Inoue sur Slam Dunk. En fait, le Jump, il veut que Inoue continue la série encore et encore et encore. Mais Inoue, lui, il veut l'arrêter. Et même pire que tout, il veut l'arrêter sur une défaite des héros. Donc là, il y a un bras de fer qui commence. Takehiko Inoue, il veut que son manga prenne la décision qu'il veut, parce que son œuvre lui appartient, un point c'est tout. Et le Jump lui répond que s'il ne veut pas dessiner comme le Jump l'entend, bah déjà il ne travaillera plus jamais pour le Jump, et en plus de cela, son manga restera inachevé. Takehiko, il était prêt à accepter le fait que son manga soit jamais fini, et de ne plus jamais travailler pour le Jump. Et après, il commence à pincer aux fans. Et il décide d'accepter de revoir le match final sur une victoire des héros. De son côté, le Jump accepte quand même que la série s'arrête. Mais Inoue, il rajoute une petite clause. Celle de racheter l'ensemble des droits de la série. Le Jump, il comprend pas trop. Pourquoi racheter les droits d'une série qui est terminée? D'accord, tu peux faire de l'argent, mais les droits, on va les vendre très cher. Donc l'un dans l'autre... c'est pas grave. Pourquoi Takehiko fait ça? En fait, Takehiko, il a l'impression que depuis le début de son œuvre, il se fait exploiter et totalement niquer par le Jump. Surtout par rapport aux adaptations en animé et en film. Inoue, il s'est cassé le cul à faire un manga crédible et réaliste. Alors que dans l'animé, t'as des personnages qui ne courent pas sur le terrain, qui fait des 500 mètres de long et qui discutent pendant le match. Donc, la même année, Takehiko arrête Slam Dunk sur une fin qui est en plus magnifique, tout en rachetant les droits de son œuvre, en fondant son entreprise qui s'appelle IT Planning pour gérer l'ensemble de son œuvre. Et il arrête également toute collaboration avec le Jump. Et cette fois-ci, c'est son maître Tsukasa Hojo qui va faire plus ou moins la même chose quelques années plus tard, en fondant sa propre entreprise, comme on l'a vu dans la précédente vidéo. 95, c'est la pire année pour le Jump, qui perd Slam Dunk et Dragon Ball. Les ventes du magazine vont petit à petit se diviser par deux. Pour Inoue, s'ensuit une petite année de pause où il se concentre davantage sur la littérature, le basket et ses proches. Il commence même un partenariat avec une chaîne de sport japonaise. Le but est simple, chaque jour il prend une action qui s'est passée en NBA et il la dessine sur le site internet sous forme de manga. Mais la chaîne décide de faire ça sur un créneau où il y a peu de matchs. Et même sur ce peu de matchs, la chaîne n'a pas les droits de toutes les images. Alors Inoue il se retrouve sans presque rien à dessiner. Mais il doit dessiner. Contractuellement, c'est ce qui est prévu. Alors il commence à faire chaque jour une petite page de manga sur une histoire de basket en s'inspirant de Space Jam, film sorti en 96 qui met en scène Michael Jordan contre des extraterrestres. C'est ainsi qu'en format numérique, Buzzer Beater voit le jour. Hideyoshi est un jeune sans-abri ayant trouvé refuge à New York. Jadis, il était extrêmement doué au basket, mais ce sport est à présent démodé du fait que les extraterrestres ont détrôné tous les joueurs. Un jour, Hideyoshi est amené à la rejoindre la Ligue de l'espace et ainsi jouer contre ces fameux extraterrestres afin de les vaincre et retourner sur Terre. On dirait presque une parodie, mais en fait le manga traite de racisme. Le racisme que ressentent les sportifs japonais quand ils arrivent au très haut niveau. Les extraterrestres représentent les Américains qui dominent la plupart des sports, dont le basket.
et les humains représentent les Japonais qui ne font que subir cette hiérarchie. C'est ainsi qu'il y a 25 ans, Takehiko Inoue publie le premier webtoon. Rien que ça. Ce webtoon connaît un petit succès et finit par être édité sur format papier par le Jump. Sans grand succès celui-là parce que le format hebdomadaire et digital que prenait le manga à ses débuts ne passe pas très bien dans les pages du Jump et même ne passe pas très bien au format papier. Peut-être que pour l'instant vous l'avez pas senti, mais Takehiko Inoue c'est pas juste un mangaka classique. D'ailleurs lui-même ne s'est jamais défini comme mangaka, mais toujours comme un artiste. Et moi j'irais même plus loin, c'est pas juste un artiste, c'est un athlète artiste ou un artiste athlète, ça dépend. Déjà pour la partie athlète, le poteau il possède un palmarès à faire rougir Ronaldo, Messi et Jordan. Pour le résumer, 1988 prix Tezuka pour mangaka débutant. 1995 prix Shogakukan pour la catégorie Nishonen et pour Slam Dunk. Il a reçu le grand prix de la Japan Media Arts Festival, en gros un prix national pour des œuvres artistiques. En 2000, il reçoit le prix Kodansha dans la catégorie Seinen. Et en 2002, il reçoit le prix culturel Osamu Tezuka, ce qui n'a bizarrement rien à voir avec le prix Tezuka. Celui-ci n'est pas du tout pour les débutants, et pour schématiser, il récompense les auteurs et les mangas qui dessinent ou qui font vivre la mémoire d'Osamu Tezuka, père du manga moderne. En gros, c'est le manga de l'année, quoi. Mais ce qui est quand même intéressant à noter, c'est que Takehiko Inoue est le seul mangaka à ce jour à avoir remporté le prix Tezuka et le prix Osamu Tezuka. Bon, ça c'était pour la partie le palmarès, mais pour la catégorie accomplissement, il y a aussi pas mal du lourd. Déjà, il a réalisé plusieurs travail dans le basket. Par exemple, la bourse Slam Dunk qui permet à des étudiants japonais qui sont pas trop mal doués en basket d'étudier aux États-Unis afin d'apprendre le basket sur la terre qu'il l'a créé. Il a également été character designer pour un jeu vidéo de basket qui s'appelle One on One. Il a réalisé une pub pour Shiseido, une entreprise de cosmétiques, dans le thème de Slam Dunk. Je vous mets un petit extrait là. Je vous en remets encore un petit peu. Donc franchement, allez voir la pub par vous-même parce qu'elle est d'une qualité incroyable et que tu comprends pourquoi Takehiko il n'est pas l'animé de l'époque. Il a publié, comme je vous l'ai dit précédemment, une page par jour sur un site de chaîne de sport japonaise. Il publie mensuellement dans un magazine japonais un petit article parlant de la NBA. Il a inventé le webtoon, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, et j'ai envie de vous dire, accomplissement suprême, il a réussi à interviewer Magic Johnson, qui était son basketteur et son idole. C'est un peu comme si moi, je réussissais à interviewer Orelsan, Zlatan Ibrahimovic ou le joueur du grenier. Ça, c'était pour la catégorie athlète. Maintenant, on va parler de la catégorie artiste. Et pour cela, je voudrais évoquer ces deux derniers mangas que sont Real et Vagabond. Pour vous expliquer un petit peu, à partir de là, je n'ai plus du tout écrit mon texte. En fait, j'ai pas réussi à retranscrire à l'écrit de façon satisfaisante ce que je voulais faire retransmettre de comment Takehiko Inoue a travaillé sur Vagabond et sur Real. Donc je me suis dit, au pire des cas, je vais le faire en parlant comme ça. J'espère que vous allez saisir du coup la passion qui m'anime quand j'en parle, et du coup la passion qui anime elle-même Takehiko Inoue. Donc déjà, pour parler de Vagabond, Vagabond c'est un manga qu'il a écrit suite à la recommandation d'un de ses éditeurs. À ce moment-là, Inoue, il ne faisait plus grand-chose dans le monde du manga. Alors son éditeur lui a dit, tiens, lis ça, là, c'est un classique de la littérature japonaise, et en gros, ça parle d'un samouraï légendaire. Takehiko Inoue, il a dévoré ces deux romans, et il s'est dit que le mieux, ce serait de dessiner ce roman en manga. Pour l'histoire, Miyamoto Musashi est un ronin, un samouraï errant. Il parcourt les routes du Japon à la recherche des plus grands bretteurs afin de parfaire son art et de devenir un jour le meilleur samouraï de l'archipel. Musashi voyage donc à la rencontre des plus grands kenjutsu afin de parfaire son art. Il a commencé ce manga à la fin des années 90
on est en 2023 et le manga n'est toujours pas fini. Il faut comprendre que Vagabond, c'est une œuvre qui a dévoré et qui dévore littéralement Takehiko Inoue. Déjà, l'œuvre, elle est magnifique. Là, je vous mets une planche juste du tome 1 pour que vous puissiez saisir un petit peu. Il a mis toute son âme dans ce manga, dans Vagabond. Pour vous expliquer un petit peu dans quel délire il est, Takehiko Inoue, quand il fait Vagabond, il essaye de se mettre à la place de Musashi. Il essaye de l'incarner lui-même, afin de voir dans sa tête d'une façon que seul un artiste pourrait faire, les émotions qu'il pourrait ressentir, les visages qu'il pourrait avoir, les expressions qu'il pourrait démontrer, etc., etc. Musashi, c'est un personnage qui n'a pas sa place dans son monde, qui se sent un peu étranger. C'est un peu l'histoire de Takehiko Inoue. Lui, c'était un mangaka qui voulait faire du basket dans un pays où le basket n'existait, pour ainsi dire, pas. Musashi, c'est un bretteur qui était doué de naissance, mais qui s'est entraîné. Takehiko est un mangaka qui était un minimum doué, mais qui s'est entraîné pour parfaire son art au dessin et son art dans les histoires. Musashi, c'est un samouraï qui a appris, qui de base avait un objectif en tête, qui l'a atteint, et qui ensuite ne savait plus quoi faire. Takehiko Inoue est un mangaka qui avait un objectif en tête, qui l'a atteint, et qui ne savait plus trop quoi faire après. Je pense que vous commencez à comprendre pourquoi je vous dis que Vagabond c'est une œuvre autobiographique. Je vous disais que c'était un athlète, Takehiko Inoue. À l'image d'un athlète qui pourrait mettre sa vie dans son sport ou sa vie dans ses matchs, qui pourrait vraiment mouiller le maillot, je voudrais juste vous montrer ce petit extrait vidéo qui montre Takehiko Inoue après qu'il ait rendu une planche où c'est la première fois où Musashi sourit. 編集者が原稿を受け取りに来た。深夜2時、16時間に及ぶ追い込みは終わった。Je sais pas si vous ressentez la même chose que moi, mais pour moi c'est vraiment comme s'il était enfermé dans sa case, comme si c'était vraiment un supplice de dessiner, comme s'il avait mis toute sa vie, toute son énergie, et que d'un coup il revenait sur Terre. Comme s'il était vraiment sous drogue ou dans un univers parallèle et qu'il revenait. Moi c'est exactement ça que j'ai ressenti quand j'ai vu cette image-là. Pour la partie artiste, il faut savoir que Vagabond était de base un manga dessiné à la plume, comme c'était beaucoup le cas à l'époque, et que depuis le 14e tome, donc 14e sur 37 à l'heure actuelle, Inoue ne dessinait plus qu'au pinceau. C'est peut-être un détail pour vous, mais pour moi ça veut dire beaucoup. Grâce à ce pinceau, il réussissait à avoir des expressions, des ambiances, des dessins juste beaucoup plus fortes, beaucoup plus magnifiques, ça se dit pas, je m'en fous. Juste pour vous remontrer une image du tome 1 et une image du tome 37. Le gars a carrément poussé le vice jusqu'à dessiner un tableau géant de son œuvre au pinceau géant. Comme je vous l'ai dit, Takehiko, il s'est vraiment enfermé dans Vagabond. C'est aussi pour cela qu'il n'y a plus dessiné depuis presque 5 ans, je crois. Il n'y a plus aucun tome qui sont sortis. Ça lui demande beaucoup trop en tant qu'homme pour continuer ce récit. Comme je vous l'ai dit, en fait, il s'est vraiment enfermé dans son histoire. Et paradoxalement, c'est une histoire qui n'est pas beaucoup plus aisée ou facile à raconter, qui lui a permis de se libérer parfois. En parallèle de Vagabond, il dessinait Real, un manga traitant de basket handisport. Je vous disais que c'était pas forcément beaucoup plus facile à dessiner ou pas beaucoup plus léger comme sujet, mais bizarrement, c'est le manga dans lequel il se réfugiait quand il n'y arrivait pas avec Vagabond. Pour l'histoire, Tomomi Nomiya vient d'être envoyé de son lycée. Passionné de basket, il ne joue plus depuis l'accident de moto dans lequel sa passagère a perdu l'usage des jambes. Son expulsion fait le jeu de Isanobu Takahashi, lui laissant le champ libre pour s'imposer comme leader dans l'équipe de basket du lycée. En visitant sa passagère, Tomomi fait la connaissance de Kyoharu Togawa, amputé d'une jambe à la suite d'une maladie des os, et qui s'est exclu de sa propre équipe dans du basket qu'il juge médiocre. On est revenu sur du basket, mais on parle d'handicap. Ça aussi, c'est un point que je voudrais évoquer. Le handicap est très présent dans l'œuvre de Inoue. En fait, il a des personnes de son entourage proche qui sont atteintes d'handicap. Donc pour lui, c'était important d'en parler. Il en a fait le centre de son histoire de Real,
et il en a fait également un personnage clé dans Vagabond du tome 14 à 20 il me semble, où le personnage principal n'est plus Musashi mais son rival qui est atteint de surdité. D'ailleurs, je vous invite à imaginer comment représenter la surdité dans un manga, c'est assez compliqué et Inoue, il l'a fait. Au cas où je devrais encore me justifier sur le côté artiste, Inoue, il a réalisé tout un travail sur l'œuvre de Gaudi, un artiste espagnol, qui a condensé dans une œuvre qui s'appelle Takehiko Inoue sur les traces de Gaudi. En plus de cela, pour un anniversaire de Slam Dunk, il a dessiné une œuvre éphémère dans le lycée où avait lieu Slam Dunk, en dessinant sur un tableau à la craie blanche la suite de Slam Dunk 10 jours après, avec chaque salle de classe correspondant à un personnage. Cette exposition a depuis été détruite, mais il faut savoir qu'elle n'était pas protégée, que les spectateurs, s'ils voulaient, pouvaient l'effacer, mais que jusqu'à la fin, elle est restée intacte. Au cas où, je devais rajouter à quel point Inoue était respecté par son travail et pour son travail. Aujourd'hui, ses œuvres sont toujours en cours. Vagabond et Réal n'ont plus avancé depuis plusieurs années, comme je vous l'ai dit, malgré qu'elle soit quand même assez proche de la fin. Ça fait pas mal de temps qu'il s'est un petit peu échappé du monde du manga. Comme je vous l'ai dit, il s'est lui-même enfermé dans son œuvre et il a du mal à s'en sortir. Pour conclure, Inoue est un amoureux du manga. C'est sa passion, littéralement une passion. C'est-à-dire que ça le dévore, ça lui fait mal. Mais c'est également un amoureux de l'art. Contrairement à son maître Hojo, lui considère que ses œuvres lui appartiennent, voire même qu'il appartient à ses œuvres, qu'elle le possède. Et c'est peut-être pour ça que ça fait pas mal de temps qu'il n'a plus rien fait. Pour se détacher de ses œuvres, pour échapper à leur emprise, pour reprendre le contrôle de sa propre vie. Inoue s'est inspiré de sa vie, de ses passions, de ses loisirs, de sa culture, pour faire ses propres œuvres. D'autres l'ont imité par la suite. Satsuki Fujimoto s'est inspiré lui-même de sa passion pour le cinéma, pour ses mangas, comme c'est le cas dans Chainsaw Man ou dans Adieu Eri. Et comme pour boucler la boucle, Inoue a lui-même inspiré Yasuhisa Hara, qui a voulu devenir son assistant dans le but de parfaire son œuvre Kingdom, préférant travailler pour améliorer son style plutôt que de fournir une œuvre moins qualitative. Car après tout, le génie, c'est 18 heures de travail par jour. Voilà.